L'audace, ça veut pas dire ne pas avoir peur. Moi, je veux et la carrière et l'ambition, et ma vie de famille et mes potes, et mes passions et ma folie. Accepter d'être soi, c'est un chemin. Et accepter de ne pas être aimé par tous et conditionné que pour plaire à l'autre, je pense que c'est le début d'un amour plus grand. Bienvenue sur All You Need to Lead, le podcast des professionnels qui veulent une carrière épanouissante. Je suis Jafar Tabi, coach, cadre, dirigeant et j'invite des leaders inspirants qui nous partagent leurs expériences pour propulser votre carrière et être plus heureux au travail. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Anne Tessier-Chenbeau. Anne est CEO de High Flyers et coach de dirigeants. Elle a plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie tech en tant que VP Sales ou directrice générale, dans des grands groupes internationaux, dans des startups, dans des scale-up. Elle siège aujourd'hui dans plusieurs boards. Anne nous partage avec passion des moments clés de son parcours et sa vision sur des sujets qui lui sont chers comme l'audace, le leadership authentique ou encore la performance. Bonne écoute. Anne, je suis très content de t'avoir. Je suis vraiment ravi d'avoir une dame aussi audacieuse que toi. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour Jafar, merci beaucoup pour ton accueil et bonjour à tous. Je m'appelle Anne Tessier-Chenbeau. Je suis dirigeante d'un cabinet de conseil en people et performance qui s'appelle High Flyers et je suis aussi coach de dirigeants. Super. Est-ce que tu pourrais m'extraire de ta belle carrière quelques moments clés qui t'ont façonné et qui pourraient servir les professionnels qui nous écoutent? Le premier, c'est tout début de ma carrière, puisque c'est ce dont on parle ce matin. Mon premier stage, je dois avoir quelque chose comme 22 ans. Je vis à Paris, donc j'ai quitté l'endroit où j'ai grandi. Moi, j'ai grandi au bord de l'océan, donc je fais mes études à Paris et je cherche un stage dans le domaine qui me fascine depuis toujours, qui est le métier que j'aimerais exercer plus tard. Je suis passionnée d'histoire, je suis passionnée de géopolitique et je veux travailler dans la diplomatie. C'est ça qui me porte à ces moments-là. Et donc, premier stage, première opportunité de pouvoir me confronter à cette envie, à ce rêve qui m'anime depuis que je suis gamine. Donc, j'écris très simplement à l'ambassade des États-Unis à Paris, donc à l'ambassadeur, à son staff, et j'explique ma démarche, ma volonté d'intégrer cette ambassade pour y effectuer mon premier stage euh, qui me semble structurant à ce moment-là de ma vie. Parce que finalement, ça prépare mon début de carrière. Donc j'ai aussi besoin de me confronter à la réalité en disant, est-ce que ça va correspondre à l'image que j'en ai, à cette vision que je me fais depuis toujours. Et j'écris, j'appelle, j'attends, j'ai pas de retour, c'est long, c'est chiant. La patience n'est pas ma plus grande vertu dans la vie. Euh, donc je me dis, ok, ça marche pas exactement comme je veux, j'avais pas anticipé cette attente-là. Pour autant, je sais que c'est ça que je veux. Donc à partir de ce moment-là, rien ne m'arrête. Je continue d'écrire, je continue d'appeler, je multiplie les interlocuteurs, je vais sur place, j'attends. Je demande aux gens que je vois rentrer, sortir. Est-ce que vous connaissez un tel en charge de tel département? Et un jour, je tombe sur cette femme, un chef du service politique de l'ambassade des US, qui, je ne sais pas si c'est par usure ou par envie, mais en tout cas, elle m'a dit par envie parce qu'elle était très élégante, me dit en fait, avec une telle opiniâtreté, allez-y, je vous reçois, on en discute. Ce qui était compliqué, c'est que je ne rentrais pas dans les cases. À ce moment-là, l'ambassade des US ne prenait que des stages de fin d'études bac+5. Moi, à ce moment-là, je suis que à bac+3 encore. Donc, c'est au milieu de mes études, quoi. Hein. C'est pas fini, loin de là. C'est que des stages d'au moins 6 mois, voire un an. Moi, j'ai que mes 4 mois. Incluant évidemment tes crasses, tes vacances d'été pour faire le stage de tes rêves. Et en fait, je me dis, c'est pas possible qu'on soit tributaire de contraintes de ce type quand on a une telle envie. Et face à cette envie, la réponse de cette femme qui m'a donné ma chance, qui m'a laissé mettre le pied à l'étrier, a été de dire, OK, on va trouver un moyen parce que face à cette envie, moi aussi, j'ai envie de construire. Moi aussi, j'ai envie de le faire, ce match. Et c'est comme ça que du coup, j'ai effectué mon premier stage à l'ambassade des États-Unis à Paris. Et ça a été une étape ô combien importante dans ma vie, dans ma carrière, et je dirais même structurante pour ma philosophie de vie. Mhm. Excellent.
Je fais une micro-pause tellement ce que tu dis est essentiel et super inspirant. Le premier, c'est que tu as identifié que c'était un moment clé pour toi. Tu es en train de définir ton début de carrière et tu veux pas te planter. Donc ça, c'est l'identification de ces moments. Deux, c'est de se dire, c'est pas parce que je réponds pas aux critères que je dois pas insister. T'es pas Ouais. sûr de gagner, mais t'es pas sûr de perdre non plus. Et je trouve que son insistance, pardon, et le fait que tu aies montré une telle ténacité fait que en face, on se dit, mais franchement, elle a tellement la niaque, cette personne, que oui, elle va faire du super travail. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient s'inspirer de ça, parce que oui, il y a des règles dites établies, mais on a le droit aussi de venir et de parfois les challenger. Merci. Et c'est une très juste remarque et je me permets de rebondir dessus. C'est quelque chose que je vois aujourd'hui avec iFlyers. Euh, on a trois grands métiers, nous, au sein du cabinet. Donc, un métier de recrutement de cadres dirigeants, un métier de conseil en stratégie et design organisationnel et un métier d'accompagnement de dirigeants. Donc, notre mission au quotidien, c'est d'accompagner des entrepreneurs, des dirigeants et des investisseurs à préparer aujourd'hui le monde de demain et à avoir un impact sur des trajectoires de croissance, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et sur la partie executive search, donc recrutement, ce que j'observe, et ça c'est un message aussi aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, alors c'est plus féminin que masculin. Les femmes souvent s'empêchent de postuler quand elles estiment ne pas répondre à 100% des attentes. Or, ce que l'on oublie, c'est que souvent, quand on émet un besoin, on part de son idéal. Et un idéal, avant d'être embrassé dans sa complétude, ça demande du temps. Donc, mon conseil, entre guillemets, c'est de dire, ne vous retenez jamais de postuler à quelque chose qui vous fait rêver, même si vous avez peur de ne pas cocher toutes les cases. C'est pas grave, tant qu'il y a l'envie et l'ossature, quoi, une fondation solide. Donc oui, c'est un très bon point, Jafar. C'est le tien. Merci. Est-ce que tu as d'autres expériences à partager? Dans mes moments clés ou sur l'ambassade des US? Comme tu veux, enfin, les quelques moments clés que tu voulais identifier que tu as identifiés dans ta carrière. Oui. Le deuxième, alors du coup, c'est vraiment début de carrière. Tout à l'heure, je t'ai dit passionné d'histoire et de géopolitique. Moi, je fais des études d'affaires internationales et je fais l'école de guerre de Paris. Donc à la fois avec des officiers et des civils. C'est passionnant, c'est multiculturel. Et mon premier job, eh bien, je pars parce que j'adore l'innovation, j'adore la technologie. Je pars dans une société de technologie qui s'appelle Bull à l'époque, qui a été racheté par Atos par la suite. Et mon premier job, c'est un job à la base de consultante, puis très vite, j'évolue sur des fonctions commerciales parce que je crois que c'est assez inné, si tu veux, chez moi. Euh, et en quelques mois seulement, donc c'est mon premier job, j'ai 24 ans, et on me dit, bon ben voilà, c'est super, t'as démontré ta valeur en tant que contributrice individuelle, mais il y a un vrai truc chez toi assez inné d'embarquer les gens, de fédérer, on voit que ça te plaît. On te propose de reprendre une équipe de 6 personnes. Ça te tente? Et je dis oui. Et bah, parce que je me dis, mais waouh, c'est un gage de confiance incroyable, c'est merveilleux. Alors au moment où je dis oui, j'ai archi peur. Je me dis, oh là là, mais c'est terrible comment je vais faire le match parce que bah, moi, personne m'a appris. Enfin, on me met face à cette situation-là, il faut que j'y aille. Le petit truc à partager aussi, c'est que cette équipe incroyable de 6 personnes, ce sont 6 messieurs formidables, mais âgés de 45 à 60 ans. C'est pas un problème, hein. Mais juste moi, à l'époque, j'ai 24 ans. Et je me dis, mais moi, je vais leur apprendre quoi? Je suis qui? Pour leur apprendre quoi? Et en fait, très vite, j'ai compris que c'était pas apprendre à quelqu'un, c'était grandir ensemble. Et c'est ce que j'ai trouvé révélateur, magnifique dans cette mission managériale, c'est grandir ensemble. Donc voilà, ça c'est un deuxième moment que j'ai extrait. T'en Donc veux là, un autre? pardon, juste là, mine de rien, tu as dit oui, mais là-dedans, tu disais non. Tu avais les chocottes. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un alignement parfait sur toutes les décisions. Et parfois, pour être audacieux, il faut savoir dire ce que les tripes n'ont pas vraiment envie de dire. Parce que tu as jugé que c'était plus bénéfique pour toi de le faire que de refuser et de rester là où tu étais, j'imagine.
C'est exactement ça. Et c'est un juste point que tu partages qui, moi, m'a beaucoup interpellée. Quand on parle d'audace, l'audace, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur. L'audace, ça ne veut pas dire être tête brûlée. L'audace, ça veut dire accepter de savoir sortir de sa zone de confort, d'apprendre le confort dans l'inconfort pour aller plus loin dans sa vision et réaliser ce que l'on a vraiment envie de faire. C'est ça l'audace, ça doit servir à ça. Et puis l'audace, c'est aussi le meilleur remède contre les regrets. C'est beau. Mhm. Excellent. Excellent. Donc, tu as ce rôle de manager assez tôt et tu as appris finalement à avoir une perspective différente qui t'a permis d'être à l'aise, même si tu manageais des gens qui auraient pu être tes parents, voire tes grands-parents éventuellement. Non, bah, n'exagérons pas non plus. Tu continues et tu arrives à un moment donné. Bah, enfin, je te laisse. J'allais introduire la maternité, mais peut-être que. Donc, on va juste faire. Et après, donc? Et après, donc, j'ai envie de te dire un déroulement de carrière passionnant, magnifique, génial, où moi, au total, j'ai passé 15 années dans la tech à évoluer sur des postes de direction commerciale et de direction générale. Ça s'est fait au fil de temps. Et donc, après cette expérience, cette première expérience en management que je te partage, bah, en fait, je m'aperçois que moi, j'adore ça. En fait, c'est un kiff, quoi. Alors, attention, un kiff, ça ne veut pas dire c'est facile. Rien n'est facile dans la vie. Et d'ailleurs, les chemins les plus faciles sont pas ceux qui mènent aux plus grandes choses. Ça, c'est aussi ce que je retiens. Et dans la difficulté, on grandit. On grandit beaucoup plus dans les chemins, d'ailleurs, sinueux, difficiles, ardus, quand dans tout ce qui semble easy. Voilà. Et donc, bah, j'évolue, je fais mon petit bout de carrière. Tout à l'heure, je t'ai dit, donc, je vis un rachat important. Pourquoi? Parce que du coup, on se retrouve dans une organisation qui est bien plus grosse que celle dans laquelle j'ai commencé mon début de carrière. Plusieurs centaines de milliers de personnes, plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et il s'avère qu'à ce moment-là de ma carrière, je gère, je pense, les plus gros contrats que j'ai connus jusqu'alors. On est sur plusieurs centaines de millions d'euros parce que ce sont des très gros contrats de défense, donc toujours en cadre avec la géopolitique, avec l'innovation et avec cette notion de service, de servir. Et quand on vit des choses comme ça, tu sais ce que c'est parce que toi aussi, tu es passé par là. Il y a une notion d'intensité qui, moi, me nourrit. Je me nourris de cette intensité de la vie. Il y a une adrénaline. Et gérer des grands projets ambitieux comme ça, bah, cette adrénaline, c'est ma vie. Donc, elle me booste, elle m'alimente. C'est une naissance, quoi. Hein. Et en parlant de naissance, à ce moment-là, ma vie personnelle évolue énormément puisque je deviens maman. Et alors là, je vais partager je ne sais pas si c'est un fail, mais en tout cas, c'est dire que la vie n'est pas toujours simple et qu'il faut aussi accepter de se remettre en question. À ce moment-là, ce qui me guide, c'est de me dire, waouh, avec mes responsabilités, avec mon engagement, avec mon rythme, parce qu'on va se le dire, je passe beaucoup de temps à l'international, je suis beaucoup dans des avions, je suis assez peu à Paris, j'ai pas de rythme stable. Enfin, voilà, je vis intensément. Et je deviens maman. Et je me dis, il est urgent que ça ne change rien, que mes équipes, que mes boss, que mon COMEX ne voient aucune différence. Je reste la même, je délivre, je dépote. Bon, bah en fait, ça, c'est une grosse erreur avec le recul, parce que ça change tout. Ça change tout de devenir parent, ça change tout d'avoir une nouvelle responsabilité à vie, celle-ci. Euh, et en fait, croire qu'il fallait que ça ne change rien, aujourd'hui, avec le recul, c'était il y a 10 ans, hein, je me dis, mais c'est une hérésie. Forcément, ça allait tout bousculer. Et au contraire, fallait tout bousculer. Donc, une fois que je le réalise, je me dis, bah, c'est OK de bousculer des choses, en fait. Et non, je ne dois pas être comme avant. Le comme avant n'existe pas. Et c'est ça que ça m'a donné comme déclic. La maternité, et ça vaut pour tout dans la vie, hier n'est déjà plus. Donc, vouloir être ou faire comme avant, c'est une chimère. La question, c'est je veux quoi pour aujourd'hui et je prépare quoi pour demain. Mais le comme avant, en fait, il n'y a pas de statu quo possible dans le mouvement permanent qu'est la vie. Il y a la place qu'au fait d'avancer. Donc voilà, c'était
un épisode aussi important que le fait de devenir maman. Et ça m'a, à titre personnel, mais je le partage aussi, ça peut être intéressant pour des gens qui nous écoutent et qui ont ce désir de maternité. Ça m'a aussi appris une chose, c'est qu'on ne contrôle pas tout dans la vie. Tu l'auras noté, je suis assez déterminée, ambitieuse, et donc j'avais cette philosophie du quand on veut, on peut, et on fait, et puis c'est comme ça qu'on a des résultats. Bah, ça marche pas avec tout. Ça marche pas, on ne force pas la vie. Et j'ai découvert à ce moment-là que bah, c'est pas parce qu'un jour tu te réveilles en disant c'est bon, je suis prête à être maman, que la vie t'offre cette opportunité. Ça peut parfois prendre plus de temps que prévu. Ça peut amener sur nos chemins des réflexions qui sont différentes, qui viennent nous challenger et nous grandir en tant qu'être. Donc moi, ça m'a vraiment enseigné cette humilité de me dire c'est pas vrai, on peut pas tout contrôler tout le temps. Et d'ailleurs, c'est plaisant finalement de pas tout contrôler tout le temps et de venir se laisser surprendre et embrasser par la vie. Mhm. T'as dit plein de choses extrêmement sages là-dedans. Si je prends juste un point qui me semble essentiel, qui est je veux que ça reste comme avant. Alors que je suis maman, que j'ai un tas de contraintes qui sont plus importantes dans l'absolu que mon travail, qui est un CDI, ou enfin un CDD, pardon. N'empêche que dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est que tu es quand même là avec des gens qui ont toujours compté sur toi, qui savent que samedi, dimanche, n'importe quoi, tu es là. Et du jour au lendemain, finalement, il est là le choix. C'est de dire, j'assume la nouvelle personne que je suis et mon nouvel environnement, et je dois quelque part prendre le risque d'être incomprise ou même de décevoir les gens en face. C'est ça pour moi les changements majeurs que tu as dans la vie. La maternité, c'est peut-être le plus éloquent des exemples, mais tu en as plein d'autres qui peuvent t'amener, j'en sais rien, un parent malade qui fait que oui, tu dois être beaucoup plus présente à la maison, tu dois voyager moins, tu dois travailler moins et donc performer moins. C'est quoi ton conseil pour passer ce cap de se dire, je comprends intellectuellement que je dois être présente en tant que parent, maman ou en tant que enfant de quelqu'un qui est malade, mais de l'autre côté, il faut quand même que je le fasse et que je vive bien cette transition où les gens vont peut-être être déçus ou pas, peut-être que je l'imagine. C'est quoi ton expérience? C'est toujours difficile de partager des conseils parce qu'il y a quelque chose de très personnel. Donc, tu as raison de dire expérience, je partagerai la mienne. Moi, ce que j'en ai appris de tout ça, finalement, c'est, tu vois, quand tu dis, bah, donc si je fais ça, je dois rogner sur ma performance ou sur ma carrière, bah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mhm. Parce que moi, je suis une femme qui veut tout. Moi, je veux et la carrière et l'ambition, et ma vie de famille et mes potes, et mes passions et ma folie. Tu vois? Et en fait, choisir, c'est renoncer, bien sûr. Et la vie, c'est faire des choix et c'est être en responsabilité. Pour autant, j'ai pas envie de me dire, et c'est ce qui fait que je pense qu'il y a des gens qui parfois sont un peu frustrés ou moins épanouis dans leur carrière, c'est parce qu'en fait, ils considèrent, moi, le nombre de personnes que j'accompagne qui me disent, oui, mais alors si je fais ça, ça veut dire que je peux plus faire ça. Bah pourquoi? Moi, j'ai pas envie de dégrader ma performance, j'ai pas envie de dégrader mon ambition. Par contre, je vais faire mieux avec un temps optimisé. Ça, c'est intéressant. Et du coup, c'est ça que je suis allée chercher. Comment est-ce que je peux avoir un maximum d'impact en un minimum de temps? Et c'est augmenter le niveau d'exigence envers soi et du coup, pour donner le meilleur aux autres. Première grille de réponse. Deuxième grille de lecture intéressante sur qu'est-ce que ça m'a appris. Bah, tu l'as vachement bien dit, puis on y reviendra quand on parlera de la partie sales. Il faut accepter de ne pas plaire à tout le monde. Il faut accepter de ne pas être aimé par tous. Il faut accepter aussi que l'être n'est pas parfait. Il faut accepter d'être puissant dans sa vulnérabilité. C'est hyper difficile. En vrai, là, on en parle et on a l'air sage. Dans la vraie vie, il se passe quoi? C'est des murs qu'on se mange, c'est de la sueur, du sang et des larmes, quand même. Il faut être honnête aussi, tu vois. Mais accepter d'être soi, c'est un chemin. Et accepter de ne pas être aimé par tous et conditionné que pour plaire à l'autre, ben, je pense que c'est le début d'un amour plus grand. Super. Voilà. Parce que c'est pour moi la clé de l'authenticité. Et encore une fois, à ceux qui diront Yaka, c'est hyper dur. Parce que la réalité, c'est que nos éducations, euh,
nos environnements nous conditionnent et nous façonnent, et c'est normal, à rentrer dans des cases, à plaire à l'autre, à faire plaisir, à plein de choses comme ça que l'on peut avoir comme driver. Et, et se pose la question à un moment dans sa vie de se dire, mais tout ça, pourquoi? Et quand tu parlais tout à l'heure d'alignement, l'alignement, c'est ça. C'est réduire la différence et l'espace entre ce que je suis profondément dans mon âme et dans mon cœur, avec la perception que l'autre a de moi et ce que je fais au quotidien. Donc, c'est pas comme ça. C'est un chemin. Super, merci. D'autres moments clés? Il y en a un que j'ai envie de partager parce qu'il est super fun et que tout à l'heure, tu as parlé de risque. À un moment de ma carrière, donc je change de société à différents moments, hein. J'évolue, je fais différentes choses, je vois différents environnements, français, internationaux, différentes technologies, bref. Mais toujours dans le domaine de la tech parce que c'est ça qui me passionne au fond et c'est là que mon cœur vibre beaucoup. Et je suis à un moment appelée par un cabinet de chasse, donc iFlyers en l'occurrence, et la fondatrice d'iFlyers, qui est une femme formidable que j'ai rencontrée il y a 10 ans, Eugénie, me dit écoute, je t'appelle, j'ai une opportunité formidable. Et à ce moment-là, c'est très drôle. Je me dis que la vie est hyper bien faite. Je vais pas dire je me fais un peu suer, mais tu sais, j'ai cette sensation délicieuse du confort trop confortable. Genre, je suis bien dans ce que je fais, je performe, j'aime bien, hein. Mais au fond, je pense que je m'emmerde un peu. Ça manque de vie, ça manque de peps, ça manque de challenge, ça manque de. Moi, j'ai besoin de me nourrir en permanence. Je suis une boulimique de vie, moi, de connaissances, tu vois. Et donc, tu vois, je suis. Et là, je me dis, OK, ben, c'est intéressant. Et ce qui est super intéressant, c'est que j'ai deux appels. Celui dont je te parle, d'Eugénie, qui me propose de quitter mon job pour prendre un nouveau challenge pour une application. Moi, j'y connais rien aux apps. Je viens du domaine de la défense, de la tech, des systèmes d'armes embarqués. Une application de santé physique, santé mentale, leader mondial dans son domaine, qui est très ancrée, qui est une boîte française, mais qui est très ancrée sur le continent américain, et qui veut se lancer dans le B2B, donc pour les entreprises, accompagner les collaborateurs, et développer sa filiale en Europe. Bref, on me demande de prendre cette direction-là. OK, alors juste rien à voir avec ce que je fais, rien du tout, quoi. Et l'autre, un autre cabinet m'appelle et me propose un poste de VP Sales Monde pour une magnifique entreprise du CAC 40. Alors, plus de personnes à gérer, plus de milliards d'euros à gérer, OK. Et là, je me dis, waouh, c'est incroyable. À gauche, enfin, je le symbolise comme ça par ma main, tu l'auras vu, je parle beaucoup avec les mains. Là, j'ai vraiment ici quelque chose. En fait, rien qu'à l'écouter, ça m'excite. Je trouve ça cool, c'est fun, je me challenge, ça a l'air sympa. Bon, ok, j'y connais pas grand-chose, mais je vais apprendre. Et puis l'autre, bah, c'est juste continuer à faire ce que je fais comme avant, mais en plus gros. Plus gros, plus fort, plus loin, plus. Et ben moi, je fais ce choix-là. Je pars dans cette start-up, scale-up, hyper américaine dans son état d'esprit, B2C qui va sur le B2B, gros challenge. Et là, je me dis, OK, je prends le risque, parce qu'à ce moment-là, c'est un vrai risque. D'ailleurs, ça l'a été. Je prends le risque. Parce que ce chemin-là, et il y a une notion, maintenant que tu me connais un petit peu, tu sais que c'est important pour moi, il y a un truc qui, à mes oreilles, me semble fun. Fun au sens, c'est important l'ambition, mais c'est important de prendre plaisir dans cette ambition. C'est important d'apprécier le chemin et d'apprécier la compagnie sur le chemin. Et à ce moment-là, tout me plaît dans ça. Et d'ailleurs, ça a été un souvenir formidable parce que hyper riche d'enseignements, hyper challengeant, hyper nouveau. Et en fait, ma philosophie de vie, c'est de se dire que c'est comme ça que l'on grandit, c'est comme ça que l'on apprend. En tout cas, c'est ma conviction. Donc c'est ça qui m'a... Ça a été très, très formateur aussi pour moi de me dire, la vie en soi est un risque, hein.
Elle est même mortelle. Exactement, elle est même mortelle. Et c'est ce qui la rend magnifique, parce qu'elle serait certainement moins intense si nous avions l'éternité. Bon, super. Je reprends quand même ta situation parce qu'elle est tellement révélatrice de ce qui se passe aussi par ailleurs. Tu as le choix entre plus, globalement, donc ça veut dire plus de reconnaissance sociale, et comme on est des animaux sociaux, ben avoir un titre de temps ou gérer tant de millions, de milliards ou de milliers de personnes, etc. C'est voilà, c'est quelque part des facts and data qu'on sait comparer entre deux individus. Et quand on a besoin de reconnaissance ou de confiance en soi, ben se dire je gère ça plutôt que ça, on peut se donner l'illusion que c'est ça qui est important. De l'autre côté, tu as là où tu vas le plus grandir et là où tu vas le plus t'éclater. Et je pense que, comme on est là aussi à parler de carrière épanouissante, tu as fait des choix qui sont courageux, mais qui sont malheureusement pas courants. De choisir la prise de risque, le fun, au détriment de la reconnaissance sociale et du confort. Et tu sais de quoi tu parles. Certainement, et encore une fois, pour moi, il n'y a pas de... Et ça, c'est hyper important à partager ce matin, me semble-t-il. Il n'y a pas de jugement dans tout ça. Il n'y a pas c'est mieux, c'est moins bien. Par contre, il y a une chose à laquelle je m'oblige, c'est d'assumer. Parce qu'il y a quelque chose qui m'insupporte aussi, c'est la complainte. C'est-à-dire que une fois qu'on n'a pas de jugement, tu peux choisir en étant heureux de rester dans ta zone de confort. On est tous intrinsèquement différents, et tant mieux, sinon l'humanité serait hyper chiante. Euh, Il y a des gens qui sont hyper bien quand ils ronronnent dans leur zone de confort. Eh ben c'est génial. Pourquoi aller s'emmerder à vouloir aller ailleurs, faire d'autres trucs absolument, si c'est pas leur truc, tant que ils sont heureux. Par contre, ce qui devient très pénible, c'est les gens qui sont dans une situation, qui se plaignent en permanence et qui ne font rien pour en sortir. Parce que je considère que la vie est un jeu d'adulte. Et être adulte, c'est être en responsabilité. Je m'aperçois quand je parle avec conviction que je tape sur mon bureau et que tu vas me dire que ça fait vibrer la caméra. Donc je fais très attention, tu vois. Je, voilà, j'essaie d'arrêter de parler avec les mains. Euh, Être en responsabilité, ben, c'est assumer ce qu'on est, c'est assumer ses choix et c'est être heureux avec. Je pense que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sources d'épanouissement qui partent de là. Voilà. Non, très beau. Et je me souviens que j'avais discuté avec une personne qui partait à la retraite et je lui ai dit, est-ce que tu as un conseil? J'étais encore jeune, mais j'adorais, tu vois, les gens qui partent à la retraite, c'est le meilleur moment, ils ont la prise de recul, etc. Et il m'a dit, assume tes choix. C'était vraiment ça. Il avait une belle carrière, mais il m'a dit, tu vois, tu as une belle carrière, ça va requérir que tu travailles plus. Si t'es pas à l'aise avec ça, si ça a d'autres arbitrages, et il faut les respecter, ben, il faut aussi que tu assumes le fait que on peut C'est, ronronner, c'est difficile de ronronner et d'être la personne la mieux payée de la société, par exemple. Et il faut juste l'assumer, se dire, OK, mon bien-être, il est porté par autre chose que par les revenus, dès lors que je me sens justement payé, mais justement payé, c'est pas forcément autant que la personne à côté qui a peut-être un mode de vie et une prise de risque qui est bien supérieur au tien. Tu as absolument raison. Et c'est marrant parce que, tu vois, quand j'accompagne des dirigeants, j'ai souvent un moment au tout début de notre relation où je pose cette question de quel est ton objectif? Pourquoi tu es là? Vers quoi tu veux tendre, en fait? Vers quoi tu veux aller? Et par rapport à cet objectif, ça va t'apporter quoi? Et attention, ça va te coûter quoi? Là où on a des gens qui sont pas alignés, c'est ceux qui veulent avoir et qui sont pas prêts à payer le prix. Ça marche pas, ça, dans la vie. Je peux pas vouloir préparer. Je te donne vraiment. J'ai des analogies parfois qui me surprennent moi-même. Tu peux pas vouloir bosser ton summer body en mangeant des chips sur un canapé et en attendant que ça vienne. Ça marche pas. Il y a un moment, l'alignement, c'est faire en cohérence. Donc, si c'est ça mon objectif, alors je décide d'avoir une alimentation saine, je décide de faire du sport, je décide de rester discipliné. Oui, bah il y a un coût. Le coût, ça va être plus dur, je t'annonce. Parce que à la série sympa dans ton canapé, bah tu vas choisir le chemin plus douloureux. Là, en ce moment, il fait froid. Ouais, ça fait suer. Bah, faut y aller. Tu vois. Euh, Assumer ses choix. Ça paraît simple, hein. Ceux qui vont loin assument leurs choix.
J'adore. Très bien. Écoute, je pense on a vu pas mal de tes jalons et je pense appris aussi pas mal à t'écouter. Tu es particulièrement audacieuse, tu l'as montré dès ton plus jeune âge lorsque tu as été toqué à des portes qui étaient évidemment fermées. Et de toute façon, tu n'avais même pas le droit de toquer vu que tu répondais pas aux critères et tu l'as fait et tu as bien fait de le faire. Comment on fait pour être audacieux? C'est une, euh, c'est une super question et je dois t'avouer que je me la suis jamais posée. Donc elle vient me bousculer. Je vois deux moteurs à l'audace. Le premier, c'est la conviction. Il faut avoir des convictions dans la vie pour être audacieux. Sinon, on a l'audace de quoi, pourquoi? Bah, pas grand-chose. Et le deuxième moteur à l'audace, à mes yeux, c'est la passion. C'est le fait d'être passionné, c'est le fait d'alimenter ce feu sacré, de le nourrir en oxygène en permanence, qui fait que tu es prêt à te prendre des bâches, que tu es prêt à te dire, bon, bah, encore un non. Allez, vas-y, pourtant je ne lâche pas, je continue. Si à ce moment-là, tu n'es pas passionné et que tu n'as pas de conviction, bah, c'est sûr que tu ne pourras pas alimenter le moteur de l'audace. Donc je dirais, trouver sa conviction et alimenter sa passion. Mhm. OK. Et tu dis, il faut affronter le non. Ouais, Les noms, moi personnellement, c'est pas agréable. Je sais pas pour toi. non, Est-ce que tu es non. une espèce différente d'humain? Enfin, pour le coup, ça voudrait rien dire, mais est-ce que tu es une espèce différente ou est-ce que tu arrives et comment on fait pour moins souffrir du refus, de l'échec, puisque c'est ce dont il s'agit finalement. L'audace, c'est peut-être aussi ne pas avoir peur de la souffrance associée à un éventuel échec, peut-être. C'est un super point. Je rebondis sur ta conclusion de l'audace, c'est ne pas avoir peur de la souffrance et de l'échec. Je dirais pas que c'est ne pas en avoir peur, mais c'est accepter que ça fasse partie du jeu de la vie. Dans ma philosophie de vie, la souffrance fait partie du chemin. Je dis pas qu'il faut que souffrir, attention. Je dis juste que bah ça fait partie de la vie. Que quand tu veux voir la lumière, il faut accepter aussi qu'il y ait des parts d'ombre et vice-versa. Donc, c'est pas ne pas avoir peur, c'est juste intégrer que ça fasse partie de l'équation globale. Et une fois que tu l'intègres, bah, le jour où tu souffres, bah, ça te fait mal évidemment, mais tu te dis, ok, je savais que ça faisait partie du jeu, je savais que ça faisait partie du risque. Mais je préfère souffrir, être down à un moment pour aller haut, que me faire chier au niveau middle, tu vois. Encore une fois, c'est pas c'est pas un jugement de valeur, c'est juste se dire si c'est ça ton game, alors accepte que ça va être haut et bas. Pour revenir à ta question sur l'audace, quels sont les est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas peur et quels ont été les coups et est-ce qu'on aime se prendre des bâches? Alors non, moi comme toi, Jafar, je te rassure, et ça va sans doute rassurer les gens qui nous écoutent, bah moi non plus, j'aime pas trop qu'on me dise non, j'aime pas trop me prendre des bâches, et on va se le dire, c'est pas agréable. Et c'est pas agréable parce qu'en fait, nous autres petits humains, je pense que profondément, nous avons besoin de reconnaissance, et donc que les autres nous valident et nous aiment. D'accord? Alors quand on te dit non, bah tu le perçois comme un refus. En fait, la perception primaire à ça, l'émotion qui vient à ce moment-là, c'est oh, rejet. Donc, on n'aime jamais les noms, on n'aime jamais les bâches. Pour autant, on accepte que le nom et la bâche ne soient pas quelque chose de personnel envers la personne que nous sommes, mais un non ou un refus autour d'un service associé et d'une proposition qui est faite. Donc, en fait, c'est juste prendre un petit peu de recul et de hauteur par rapport à ça. Et se dire qu'on sait que le non fait partie du chemin pour avoir un plus grand oui. Et généralement, ça marche. Mais pour ça, il faut être opiniâtre. Parce que si au premier non, tu rentres chez toi la queue entre les jambes, effectivement, ça va être compliqué. Il faut aussi accepter que tout le monde ne soit pas câblé comme ça. Encore une fois, c'est OK. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de s'y confronter parce que c'est trop pour eux à ce moment-là. Très bien. Ça peut venir avec le temps. Ça peut s'apprendre. Pour moi, l'audace est un muscle qui se travaille. Tout se travaille dans la vie. L'audace aussi.
Super, super. Écoute, c'est une super transition, puisque ça se travaille, pour parler d'autre chose où une grande partie des gens ne sont pas à l'aise. C'est toute la partie vente. On n'est pas tous des vendeurs. Je ne parle pas du métier de vendeur. Je parle de capacité à vendre quelque chose, une idée, un projet. Où qu'on soit dans sa carrière, on a besoin, en tout cas, ça peut nous être utile de savoir vendre. Tu fais partie des gens qui ont une capacité ou une ability, attends, qui ont une compétence naturelle dans le domaine. Est-ce que tu as des clés pour être bon commercial, bonne commerciale, et quelles sont-elles? Et puis aussi, comment on peut développer la compétence? Alors pour moi, il y a une chose, tu as raison de dire, en fait, on est tous commerciaux un jour dans sa vie, sans même le savoir. Tu n'as pas besoin d'avoir une fonction commerciale pour être commercial. Le commerce, c'est la relation à l'autre avant tout. Donc on en fait tous. Ça, c'est mon premier point d'introduction. Même ceux qui disent ah non, moi je serai jamais commercial. Bah en fait si, tu sais quoi, tu l'es en fait, que tu le veuilles ou non, parce que quand tu négocies avec tes enfants, tu es dans une négociation, c'est commercial entre guillemets. Quand tu présentes un projet, une envie à ton conjoint, quelque chose que tu as envie de construire, bah en fait tu vas essayer de faire en sorte que ce soit assez sexy pour embarquer. Donc c'est commercial. Donc en fait on est tous commerciaux en réalité. Euh, Quelques tips assez simples. La vente, elle commence avec juste l'écoute. La meilleure vente, c'est juste d'écouter. Ça a l'air simple, dit comme ça. En vrai, c'est challengeant. Parce que quand on a envie de vendre quelque chose, on est tellement pressé de dire pourquoi on est là et l'objectif qu'on a en tête qu'en vrai, on n'écoute pas complètement l'autre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Jafar, de discuter avec quelqu'un et de te dire c'est marrant, dans son regard ou dans son body language, dans sa posture, dans son corps, j'ai l'impression qu'il est là, mais il n'est pas vraiment là. Mhm. Bien sûr. Bah, mon premier conseil, c'est développer sa pleine présence. La pleine présence, c'est quand vous êtes là avec quelqu'un, lui offrir vraiment ce que vous êtes à cet instant. L'écouter vraiment. On se fout de ce que vous avez dans la tête et de votre objectif à ce moment-là. Le temps que vous offrez à la personne en face de vous de l'écouter, c'est le plus beau des cadeaux et la plus belle vente que vous ferez par la suite. Ça, c'est mon premier tip. Le deuxième tip, c'est soyez curieux. Il n'y a pas de vente sans curiosité. Pourquoi? Pourquoi la personne en face de vous, elle ne vous a pas attendu, hein. D'ailleurs, elle n'a pas forcément besoin. La question, c'est pas le besoin, la question, c'est l'envie. On se fout de savoir s'il a besoin. Est-ce qu'il a envie? Tu vois, c'est marrant. Dans les moments qui nous inspirent, euh, j'avais lu un super bouquin sur le branding et sur l'exemple d'Apple. Et en fait, quand tu voyais les premières publicités pour Apple, il y a eu un shift complet qui a été opéré dans les années 80-90. Au début, on parlait tu partais du computer puis en fait, le sujet, c'est on s'en fout du computer. Par contre, c'est quoi que tu veux faire ressentir à ton utilisateur demain? C'est que quand tu as un Mac, t'es cool. Tu vois, le pouvoir de la marque, il s'est construit non pas autour du besoin, j'ai besoin d'un ordinateur. Non, il se construit autour de l'envie. J'ai besoin d'un ordinateur, mais j'ai envie d'avoir un Mac. Ça change tout. L'envie. Comment vous allez créer l'envie? Et puis, mon dernier tip, ça rejoint ta question sur comment on fait pour avoir de l'audace quand on n'aime pas se faire bâcher, parce que c'est un risque. Faut avoir l'humilité. Faut avoir l'humilité de se dire que le chemin ne sera pas facile, que le plus grand risque, c'est de perdre, que le plus grand risque, c'est de se manger des noms, mais que la niaque du win l'emporte. Moi, pourquoi j'ai toujours adoré ça? Parce que c'est un truc que j'ai dans mes tripes. Tu vois, au moment où je te parle, c'est marrant, je touche mon ventre. C'est un truc qui est là chez moi, quoi.
cette niaque de me dépasser, de gagner, de la compétition, pas au sens contre, mais la compétition, celle qui fait naître le meilleur de toi, parce qu'en face, tu as des gens encore meilleurs. Et donc, ça va te bousculer, parce qu'en fait, tu n'étais pas prêt à ça. Et boum, ça vient te challenger, mais ça te rend tellement humble et tellement puissant de te dire, bah, moi aussi, je veux en être, moi aussi, je veux être comme ça, et donc, je vais aller plus loin. Donc, cette niaque de gagner, elle doit t'animer. Je connais aucun boxeur qui, quand il monte sur le ring, se dit, bon, là, je vais peut-être paumer mon match, mais c'est OK. Non. Si tu montes, t'y vas pour gagner, en fait. Je déteste cette... je suis désolée, c'est la passion qui parle, là. Je déteste cette devise de Pierre de Coubertin qui dit l'essentiel, c'est de participer. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est de participer. Bah non, en fait. L'essentiel, c'est d'y aller pour la gagne. Tu veux le voir aboutir, ton projet. Tu veux le vendre, ton truc. Tu veux le gagner, ce match. C'est pour ça que tu y vas. Par contre, tu apprends que tu ne gagnes pas à tous les coups. OK. Au pire, comme disait Mandela, tu apprends. Très bien. Mais non, l'essentiel, c'est pas de participer. Ok, ça marche. Donc, merci beaucoup pour ces tips. Donc, le premier, c'est l'écoute. Le deuxième, la curiosité. Et le troisième, c'est d'y aller pour gagner, d'accepter de perdre, d'avoir l'humilité, de savoir qu'il y a plein de choses à apprendre, mais quelque part, de pas juste y aller pour participer et Ouais. de continuer à se challenger pour progresser et être meilleur encore demain que les compétiteurs ou que... D'accord, super. Merci beaucoup. Merci. Dès le début de ta carrière, tu as été exposé à des gens brillants. Alors, tu m'avais parlé de noms, je me souviens plus que c'était Xavier Bertrand non, c'était pas Xavier Bertrand. Alors, j'ai été exposée, comme tu dis, à plusieurs personnes brillantes, mais en fait, j'étais très impressionnée parce que ben, j'avais 22, 23 ans et j'ai rencontré des chefs d'État, des ministres, j'allais déjeuner à l'Élysée. Enfin, tu vois, ça me semblait. Puis attends, on se remet aussi dans le contexte. Moi, je venais d'un milieu simple. Euh, Ça n'était pas mon univers, moi, la diplomatie à la base. C'est pas comme si mes parents étaient ambassadeurs et que c'était un univers très familier. J'avais pas chez moi, quand j'étais petite, des chefs d'État qui venaient déjeuner, hein. Donc, en fait, je suis exposée effectivement à tout ça et je me dis, waouh, waouh, impressionnant. Je suis très impressionnée. Et l'autre truc, et je pense que c'est là-dessus que tu voulais m'amener, c'est, je sais pas, il s'est passé quelque chose en moi à ce moment-là. Euh, je suis naturellement très observatrice. Et à ce moment-là, j'avais eu l'impression de développer une sorte d'observation chirurgicale de qu'est-ce qui fait que ces personnes brillantes, parce qu'après, on n'aime pas, c'est un autre sujet, je ne vais même pas rentrer là-dedans. Par contre, elles ont pour elles d'être brillantes et influentes. C'est quoi leur dénominateur commun? C'est quoi leur truc? C'est quoi leur secret sauce pour en être là? C'est quoi? Et donc, j'ai cherché, observé, interviewé, décortiquer, regarder, écouter, tout. Et j'ai découvert quelques dénominateurs communs. Le premier, c'est que tous, ils m'ont dit, alors ça m'a bluffé aussi. Tous me disaient, ah bah là, tu vois, moi j'ai fait un marathon, je reviens d'un trek ici, et je me disais, waouh, alors non seulement ils sont brillants, mais en plus ils sont sportifs. Non seulement ils ont un agenda, quand on dit avoir un agenda de ministre, ils le sont. Donc ils ont vraiment cet agenda. Et en plus, ils trouvent quand même l'opportunité de faire des choses, de garder des cercles d'équilibre autour de leur job. Waouh! Et ça a été mes plus grandes leçons. Ça a été de me dire, ils ont une discipline de vie. Ils avaient tous des routines. Alors, pas la routine au sens Miracle Morning. Vous verrez combien ce sera merveilleux de se lever à 4 heures et de faire déjà une demi-journée quand il est 7h30 du mat. Oui, alors super, on n'est pas tous du matin. C'est pas fait pour tout le monde. Par contre, chacun trouve son équilibre. Par contre, leur dénominateur commun, c'est ils ont continué à nourrir leurs êtres et ils ont une discipline personnelle qui, j'en ai l'intime conviction aujourd'hui, est la seule clé à la durabilité. Je m'explique, on ne dure pas, qu'on soit dirigeant, entrepreneur, collaborateur, étudiant ou n'importe quel moment de la vie, on ne dure pas
quand on travaille sans cesse, qu'on mange pas bien, qu'on dort pas bien, en fait, non, c'est pas vrai, ça marche pas. Il y a un moment où la vie, le corps, la loi de la physique nous rattrape. Donc, cette discipline, ça a été mon plus grand enseignement. D'accord, super. Et j'imagine que tu as essayé de l'appliquer pour ta propre carrière. Et justement, à propos de carrière, c'est quoi, d'après toi, les secrets ou les leviers qui permettent d'avoir une carrière épanouissante? Pour moi, il y en a trois. Premièrement, c'est se connaître. Et se connaître, c'est à différents moments de sa carrière parce qu'en réalité, nos êtres changent, nos envies changent. Ça, c'est vachement important aussi, de l'accepter, de l'intégrer. Donc, se connaître, ça permet quoi? Ça permet de rester aligné, comme tu disais. Se connaître, ça permet aussi de savoir quelles sont nos lumières, quelles sont nos ombres, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Euh, Quelles sont aussi nos limites. Quand on se connaît, ben, on gagne vachement de temps. Et on gagne aussi, on s'évite beaucoup de murs. Donc pour moi, il y a vraiment se connaître. Se connaître, attention, ça aussi, ça a l'air hyper simple, dit comme ça. Bah, se connaître, c'est oser plonger en soi. Et je peux vous assurer que c'est un voyage merveilleux, mais c'est un voyage qui est souvent un peu effrayant parce que c'est bien de parler des autres, hein, mais parler de soi, c'est vachement plus dur. S'ouvrir aux autres, c'est très compliqué, c'est très dur pour certains. Et aller voir en soi, il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir en fait. Ou qu'on aime bien laisser sous le tapis parce que bah, comme ça ne nous embête pas trop, tu vois. Donc, il faut aussi aller affronter tout ça. Accepter aussi, enfin, voir et accepter ses parts d'ombre comme faisant partie intégrante de soi-même. D'accord. Exactement. Donc, se connaître. Deuxièmement, être adulte. On l'a dit tout à l'heure. Assumer ses choix. Ouais. Tu vois, je pense à quelque chose, c'est un petit coup de gueule que j'ai en ce moment. Quand je discute avec des jeunes qui sont encore dans leurs études ou autres, moi, je me nourris des gens que je rencontre. Hein. C'est incroyable. Et l'autre jour, j'ai quelqu'un qui était voilà, en dernière année de ses études et qui me dit, mais en fait, moi, j'ai l'impression que j'ai pas le choix parce que je suis là-dedans, je suis en dernière année d'école d'ingé et donc, bah, je vais faire ça. Vibration, zéro. Étincelle dans les yeux, zéro. Alors, si tu veux, je me dis, waouh, t'as 23 ans, tu devrais vibrer là à ce moment-là, tu devrais avoir envie de manger le monde et il se passe rien, bah, c'est hyper triste. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pour lui une notion de fatalité. Rien n'est une fatalité. Aucun choix dans la vie n'est complètement immuable. On peut changer à tout instant. On peut sortir de la route et prendre la piste. On peut sortir de l'autoroute et prendre une départementale. Il faut accepter que les routes soient plus lentes, il faut accepter qu'elles soient plus sinueuses, qu'elles soient plus risquées. Il faut accepter aussi d'être prêt à avoir euh, des cabossages. Euh, et si on n'est pas prêt à en payer le prix, ce qui est complètement OK, eh ben alors il faut accepter de rester dans sa voie plus tradie. Et c'est OK, mais il faut juste l'accepter. Voilà, c'est mon deuxième conseil, c'est d'assumer, d'être adulte en fait, assumer ses choix. Et puis le dernier point, c'est évidemment l'audace. C'est d'avoir l'audace de croire en ses rêves. C'est d'avoir l'audace de quand tout le monde vous dit non, que quand tout le monde vous dit que t'es pas fait pour ça, que si votre conviction intime, profonde à ce moment-là de tout votre être, c'est que si c'est ça la voie, bah suivez-la, cette petite voie. Parce que généralement, c'est la bonne. Et l'audace, c'est le meilleur remède au regret. Et l'audace, Simone de Beauvoir disait cette phrase magnifique, c'est le prix de la liberté. Et je pense qu'être un être libre, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Wow. C'est presque une conclusion, et ça peut être d'ailleurs une conclusion peut-être de cette phase, sauf si tu as d'autres points. Je voulais te proposer de répondre à quelques questions rapides.
une première qui est un conseil pour les jeunes. Alors, tu peux soit reprendre des idées, soit d'autres si tu en as, pour les débutants, on va dire, plutôt que jeunes, quel que soit, qui débutent leur carrière. Moi, je pense qu'on débute tous les jours. Donc, donc c'est bien, ce sera applicable à tous. Osez être vous. Osez croire en vos rêves. Osez vivre pleinement. D'accord. Voilà. Et donc, ça veut dire oser suivre ses envies aussi. Euh, la vie est trop courte pour avoir des regrets. Donc, il y a quelque chose que j'aime foncièrement dans l'audace, c'est que l'audace, elle porte en elle une énergie d'action. Vous avez envie? Bah faites-le. Vous avez envie d'écrire un livre? Bah écrivez le premier mot de la première ligne de la première page. Vous avez envie de faire un marathon? C'est un rêve. Bah mets tes baskets, va courir, commence par ton premier mile. Faire, réaliser. Voilà. D'accord, super, merci. Et pour les gens en cours de carrière? La même chose. Parce Parfait. que pour moi, il n'y a pas de différence. On débute tous les jours. Mhm. Il y a il y a une question que j'aime beaucoup me poser. C'était quand la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois? Intéressant. Tu vois? Mhm. Si mon souvenir est trop lointain, ça me va pas du tout. Ça veut dire qu'il faut que je réajuste mon chemin. D'accord, belle question, j'adore. Est-ce que tu as un livre à recommander? Alors moi, je suis une littéraire à la base, j'en aurais plein. Je vais en garder qu'un. Je suis une grande fan amoureuse de Jean d'Ormesson, un homme qui fait partie des hommes de ma vie au sens mentor, tu vois, au sens... nos mentors, ils peuvent être vivants ou morts, on peut les avoir côtoyés ou non, c'est pas le sujet, ce sont des gens qui nous inspirent. Alors, tous les livres de Jean d'Ormesson, mais si je devais en retenir qu'un, L'amour est un plaisir. D'accord, L'amour est un plaisir de Jean d'Ormesson. merci. Pourquoi? Parce que ce livre incarne pour moi euh, la vie. La vie, la relation aux autres, l'intensité, la passion, ça va se nicher dans l'amour, tout ça. Euh, la curiosité et surtout quelque chose qu'il a que je trouve fantastique, la beauté des mots. Moi, j'aime le beau. Pour moi, le beau, c'est le bien. Le beau, c'est un pont d'humanité. Et je trouve que Jean d'Ormesson savait sublimer ça. Donc vraiment, je vous invite à lire ce livre. L'amour est un plaisir. D'accord, merci. Est-ce que tu as une citation que tu voudrais nous partager? Euh, ce serait la fin d'un poème qui s'appelle Invictus, qui est un poème que tu connais parce que je vois tes yeux s'illuminer à ce moment-là, qui est un poème qui a été écrit par William Henley. Et à la fin du poème, donc on se rappelle, Invictus, c'est invincible, il y a cette phrase que je trouve sublime, qui sera ma citation. Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin. Merci, une belle manière de terminer. Comment on peut te contacter, Anne, si. Alors, on peut me contacter sur LinkedIn, c'est certainement ce qu'il y a de plus simple. Anne Tessier chez Nebo, vous devriez me trouver, me retrouver, me reconnaître certainement. C'est le plus simple et je mets un point d'honneur à répondre à mes messages. Donc, n'hésitez pas à me contacter et je suis très heureuse, Jafar, d'avoir pu partager ce moment avec toi ce matin. Mais moi, je te suis très reconnaissant. Merci beaucoup, Anne. Tu as partagé beaucoup de sagesse, beaucoup de tes propres expériences avec l'humilité de dire, c'est mon expérience et on peut respecter aussi la diversité dans les ambitions des uns et des autres. Mais c'est très inspirant ce que tu as fait. J'espère que ça va inspirer un certain nombre d'auditrices, d'auditeurs et qui peut-être feront deux, trois choses en ayant une pensée pour toi et pour ce que tu leur as peut-être illuminé comme chemin qu'ils n'avaient peut-être pas considéré à ce moment-là. Merci encore et donc à bientôt. Un Voilà. grand merci, Jafar. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note 5 étoiles ou un pouce vers le haut, à partager et à commenter. Si vous voulez d'autres contenus intéressants, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube All You Need to Lead ou mon profil LinkedIn Jafar Tabi dans lequel je partage aussi quelques idées qui pourraient vous intéresser. À bientôt.